طيب. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, salam alaikum tout le monde, bienvenue à tous, bonsoir ou bonjour selon là où vous êtes. Alors aujourd'hui, on a l'honneur avec l'ESIP, avec la branche, on est la branche francophone de l'ESIP, donc qui est l'international des étudiants en psychologie islamique. Et nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir le docteur Samah. Le docteur Samah Jabr est une psychiatre et une psychothérapeute palestinienne qui réside en Palestine et qui travaille sur le terrain. Donc, elle connaît très bien le terrain. Alors, tout le monde est au fait de ce qui se passe malheureusement en Palestine. Alors, on est au fait de l'actualité récente du génocide qui est en train de se dérouler, malheureusement sous nos yeux. Euh, mais ça date de bien plus longtemps que ce qui se passe depuis quelques mois. Et le docteur Samah Jabr, elle est sur le terrain, donc elle voit les conséquences de la guerre, du génocide, de la colonisation qui se déroule en Palestine, la conséquence sur les enfants, sur les adultes, sur les hommes, sur les femmes, de la maladie mentale. C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est d'avoir son témoignage, son expertise en tant que spécialiste du domaine. Donc, bienvenue au docteur Samah Jabr. Merci à vous, en tout cas, d'avoir répondu à notre invitation et d'être présente. Alors, euh, elle est arabophone de base, mais elle parle français, alhamdulillah. Donc, elle a accepté de faire cette intervention en français. Nous savons comment c'est difficile de faire une intervention dans une langue qui n'est pas forcément notre langue maternelle. Donc, elle nous a demandé de patienter avec elle, mais je pense que ce n'est pas du tout un souci. Juste le fait qu'elle soit là, déjà, c'est un grand honneur pour nous et un privilège. Donc, on va profiter d'elle au maximum. Et s'il y a une problématique ou un besoin de traduire quelque chose, on essaiera dans la mesure du possible. Il y a le docteur Zoubir qui est aussi avec moi là aujourd'hui, qui pourra aussi grandement nous aider, parce que lui est aussi arabophone et francophone, donc il parle très bien les deux. Je vais juste vous demander, s'il vous plaît, pendant toute l'intervention, de couper vos micros de manière à ce qu'on puisse se concentrer et écouter le docteur Samah Jabr tranquillement, dans les meilleures conditions. Si vous avez des questions, des interrogations, voilà, des suggestions, vous avez l'espace discuter ou l'espace questions-réponses pour poser vos questions. Et puis, on essaiera de partager ça par la suite. Donc, marhaban beki, bienvenue à vous, docteur Samah Jabr, et encore un grand, grand, grand merci à vous d'être parmi nous. Merci, merci. Ravi d'être avec vous. C'est un moment difficile pour les Palestiniens surtout, mais pour beaucoup de gens dans cette région euh, qui peuvent identifier avec la vie des gens sous occupation, sous un système colonial. Alors, aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques images de la Palestine qui expliquent le trauma colonial et les défis de l'application euh, des interventions basées sur euh, la conceptualisation occidentale de santé mentale. Euh, les objectifs d'apprentissage, avoir une compréhension de l'impact des relations de pouvoir sur la santé mentale, questionner l'adaptabilité des méthodologies dominantes de santé mentale dans le contexte palestinien, réfléchir de manière collaborative sur les voies futures visant à décoloniser la pratique de santé mentale en Palestine. Je commence par l'introduction du contexte de santé mentale en Palestine, et puis on parle de défis de la santé mentale dans le contexte palestinien, et on parle de solutions adaptées au contexte palestinien. Je commence par cette image qui arrive de Jenin. 2002, les Israéliens ont massacré des gens dans le camp de Jenin. Et ils ont cassé des ambulances, des véhicules d'ambulance. Et pour travailler leur deuil, les jeunes de Jenin, avec un artiste allemand, ils ont créé le cheval de bataille de Jenin. Récemment, les Israéliens ils sont entrés au camp de Jenin et ils ont confisqué le cheval. Ils ont pris le cheval avec eux dans un bulldozer. C'est pour illustrer comment la réalité
c'est une réalité qui met beaucoup d'obstacles, même quand les Palestiniens trouvent les moyens pour se soigner, pour euh, euh, sortir de leur situation de deuil et de trauma historique. Et introduction au contexte de la santé mentale en Palestine, c'est l'image que vous connaissez bien. Et les Palestiniens vivent sur 9% de la terre historique de la Palestine, parce que en Cisjordanie, 60%, c'est zone C. Zone C, les Israéliens, ils veulent faire l'annexation et il y a 1,7 million de colons qui s'installent en Cisjordanie euh, et qui rendent la vie difficile pour les villageois, pour les écoliers qui traversent un village à l'autre pour aller à l'école, par exemple. On a euh, noté qu'il y a beaucoup d'enfants qui quittent l'école à cause de colons entre leur village et les villages où l'école est établie. Alors, l'histoire des Palestiniens, quand les gens me demandent c'est quoi le statut de santé mentale en Palestine, je dis de quelle partie de la Palestine vous parlez. Parce que l'histoire de la Palestine, c'est une histoire de fragmentation géographique qui a créé des communautés différentes avec identités différentes et avec déterminants sociaux et politiques différents. Si on parle de Gaza, avant la dernière agression et génocide, l'insécurité alimentaire était 60%. Il y avait 5 guerres pendant les dernières 15 ans. On peut réfléchir d'un enfant de 15 ans en Palestine et pour estimer quel trauma développemental il a passé. Taux de, le taux de chômage et pauvreté, elle est très élevée. En bref, on parle de PTSD, trauma post-traumatique, et j'ai répété plusieurs fois qu'il n'y a pas le P, nous sommes jamais dans le post. Le trauma, c'est quelque chose qui est continu, et qui se répète sans arrêt, et il est collectif, et il y a plusieurs cercles de deuil et souffrance autour d'un Palestinien. Cette image de Bab al-Hamoud à Jérusalem, la démasculinisation des jeunes, c'est une expérience qui touche tous les Palestiniens. Et on ne peut pas passer dans les rues de Jérusalem sans être fouillé comme ça. Si les gens essayent de protester, le risque il est grave. Euh, c'est facile de tuer quelqu'un qui essaye de protester ce processus. L'expérience très répandue ici en Palestine, c'est la détention. Et on peut voir ici, il faut un grand groupe de soldats israéliens pour prendre un enfant de son lit tôt le matin ou de son école. Et c'est une expérience qui fait beaucoup de dommages pour les figures de père ou un enseignant, les adultes qui ne peuvent pas empêcher cette expérience pour les enfants. Alors, quand l'enfant est arrêté, on lui dit que euh, tes camarades, tes collègues qui ont donné les infos sur toi. Quand il sort de prison, c'est difficile de faire confiance aux autres. C'est une expérience qui fait beaucoup de dommages psychiques pour euh, le prisonnier. Aussi, il injecte beaucoup d'impuissance et culpabilité
chez la famille et elle intimide la société palestinienne. J'ai parlé souvent des effets dommageants de l'expérience de détention. Avant le 7 octobre, 20% du peuple palestinien était touché par la détention politique. Et la torture, c'est une expérience très répandue quand les gens sont détenus. Et le 7 octobre, il y a 9000 Palestiniens qui étaient détenus et on a vu la torture dans les rues. Euh, on a vu des gens forcés à la nudité dans les rues. On a vu des images de soldats qui font pipi sur les Palestiniens dans les rues. Alors, les expériences d'humiliation et de torture, ils laissent beaucoup de dommages psychologiques chez les Palestiniens. Et c'est la humiliation de quotidien, de tous les jours, quand les enfants vont à l'école et les ouvriers palestiniens vont au colon. Ils traversent des checkpoints. Et tôt le matin, les checkpoints, elles sont comme ça, comme on voit dans cette photo. Et bien sûr, il y a cette dommage massif de bâtiments, surtout à Gaza. Ça arrive de Gaza 2014, mais ça se répète. Et on a vu des images comme ça en Turquie, au Maroc, quand il y a la siesme. Sauf que la siesme, il n'est pas délibéré, il n'est pas fait pas délibérément par les gens pour casser ton système de croyance. Et Rita Jacquemin de l'Université de Birzeit et moi et des autres collègues, on a expliqué que l'expérience, le trauma d'humiliation, c'est un trauma avec un impact psychologique grave. Et je donne deux exemples. Un homme qui est venu me voir parce qu'il ne peut pas souffler. Il était vu par plusieurs médecins, pulmonologistes, et puis il est venu me voir et il a expliqué que l'expérience a commencé. Il n'a pas expliqué vite, mais après plusieurs sessions, plusieurs mois, et il m'a dit que ça a commencé euh, quand les soldats, on lui a forcé de dire des mots graves contre sa femme, contre sa mère, juste pour having fun, juste pour s'amuser. Alors, après cette expérience, bien sûr, elle était forcée à dire les mots graves et après ça, il a, il a commencé à souffrir de difficultés à souffler. Euh, L'autre mec, c'est un chauffeur dans une institution médicale. Ils vont quelque part pour... il envoie les collègues médecins pour médecins et médocs, médecins et psychologues, pour rendre visite aux malades. Et il était arrêté par des soldats. Et, et le soldat, pour s'amuser aussi, il lui a demandé il a dit, qu'est-ce que vous faites ici? Il a expliqué son rôle. Puis il lui a dit, ah, vous traitez les chiens? Viens pour traiter mon chien, j'ai un chien. Et alors le chauffeur, il a dit, euh, je traite personne, je suis un chauffeur. Et elle était frappée sur le visage. Moi, je donne ce sont des exemples qui arrivent pas de temps de guerre. Ça arrive de meilleurs moments en Palestine. Et le chauffeur, il ne voulait pas travailler après cet événement. Alors, c'est une description de ce qu'on voit en Palestine. Laisse-moi parler un peu de défis de mon pratique. Une prévalence importante de euh, gens qui souffrent de conditions de santé mentale. Il y a des ONG internationales qui travaillent, mais ils essayent d'imposer un système biomédical. Aussi, il y a une malcompréhension pour le concept de neutralité et impartialité qui laisse beaucoup de collègues
se taire sur ce qui se passe au niveau politique. On a vu que les associations de santé mentale sont trop parlées du trauma du ukrainien, par exemple. Et avant ça et après ça, il y avait une silence imposée sur les Palestiniens euh, dans notre profession. Euh, on a un système modeste de services de santé mentale, un hôpital à Bethléem, un hôpital à Gaza et 14 centres médico-psychiatriques en Cisjordanie et 6 à Gaza. À Gaza, le système il est tombé de la première mois. Euh, et L'hôpital était bombardé la première semaine, la deuxième semaine, et dans un mois, tout le centre médico-psychiatrique ne pouvait pas travailler. On a des ONG et le service du UN aussi. Ils essayent de contribuer à notre travail. C'est une image qui compare les figures de gens qui travaillent en santé mentale. Euh, on voit qu'à Gaza, le besoin il est le plus haut comparé avec la Cisjordanie, le Liban et la Jordanie. Mais on a aussi des euh, défis importants dans le pratique. Je ne vais pas élaborer sur tous les éléments, juste mentionner le mimétisme scientifique, un problème épistémologique. Unité des mesures, c'est individuel, sauf que le trauma, il est collectif. Euh, le, 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 la psychologie dominante est politique. Aussi, il y a euh, le caractère de hédonisme. Un hédonia est considéré comme un symptôme de dépression ou symptôme négatif de schizophrénie, sauf que un hédonia peut être un symptôme d'oppression et un symptôme de vivre sous colonialisme. Aussi, approche homéostatique, c'est-à-dire le but de l'intervention occidentale, c'est de revenir au statut de homéostasis, sauf que le but de la liberation psychology, c'est de changer le status quo, de changer la situation, pas de maintenir le homéostasis. Euh, Aussi, on a le problème de nature humaine et historique. Euh, Selon la psychologie occidentale, on a la hiérarchie de Maslow et sans le besoin de base et la sécurité, on ne peut pas faire self-actualization. Je ne sais pas comment dire self-actualization en français. Sauf que on a vu des gens comme le correspondant d'Al Jazeera et les médecins qui ont travaillé à Shifa sans besoin de base, sans sécurité. Il nous a montré comment ils peuvent faire le maximum. Euh, L'unité de mesure, c'est individuel. C'est pourquoi il y a des ONG qui travaillent en Palestine et qui comptent, il y a 8% des enfants à Gaza qui sont en dépression. Sauf que le trauma, je pense que si on individualise le trauma, on peut pathologiser les Palestiniens facilement. Il faut conceptualiser ce qui se passe en Palestine comme un trauma colonial ou un trauma historique. Et alors, l'unité d'intervention, c'est la communauté et le système politique, et le système de pouvoir qui écrase les gens. 60% de gens, c'est une étude par le Banque mondiale, 60% de gens de Gaza. Euh, Plus récemment, c'est une présidente d'un centre de trauma israélienne, Ayelet Shmuel, qui a dit que les Palestiniens sont sociopathes, selon elle, comme un expert de trauma. C'est Sheikh Khadr Adnan qui a fait
grève de la faim. Et elle était laissée à mourir. Elle a fait la grève de la faim plusieurs fois. Et malheureusement, la dernière fois, elle était laissée sans aide médicale et jusqu'à sa mort. Et les Israéliens, le média israélien, il a décrit ça comme un acte suicidaire. Alors, la pathologisation, ça diminue la responsabilité quand on pathologise les comportements palestiniens. Ça diminue la responsabilité euh, de l'occupation sur la pathologie, sur les Palestiniens, sur leurs actes. On a vu cette attitude au passé. C'est une image, c'est une advertisement. Comment on dit? Une ad, une publicité. Une publicité de, de médecine Haldol. Elle utilise l'image de Civil Rights Movement. Et c'est apparu en 1974 dans Archives of General Psychiatry. Et aussi, ce livre, il explique comment la schizophrénie est devenue comme a black disease, une maladie pour les Noirs. Et dans le passé, les psys, ils ont utilisé des mots comme drapitomanie pour pathologiser le comportement d'un esclave qui essaie d'échapper son condition. Parce que selon le psy blanc, il ne pouvait pas comprendre pourquoi la personne il laisse les conditions confortables de son maître. Alors, ils ont créé un diagnostic pour lui. Sluggish schizophrenia. C'est aussi été un diagnostic utilisé par les Russes contre les opponents, les gens en opposition. C'est un diagnostic qui arrive un département d'urgence dans un hôpital israélien à Jérusalem. Et le diagnostic, c'est Emotionally Unstable Personality et Malingering pour décrire le cas d'une femme. C'est pour dire qu'elle fait semblant comme elle est malade. Sauf que cette femme, elle a vu son maison en train d'être démolie. Et elle a hurlé et pleuré, elle a hyperventilé, elle a perdu conscience. Elle est allée au département et elle était pathologisée comme si elle a un problème de personnalité. C'est une image de l'hôpital psychiatrique où on doit hospitaliser un Jérusalemite. Par exemple, si j'ai un Palestinien de Jérusalem avec un psychose aiguë, je dois le hospitaliser, ça sera à Kfar Shaoul. Et l'hôpital, il est situé dans le lieu de massacre de Deir Yassin, une de massacre fondateur des événements de Nakba. Le Nakba, c'est l'événement qui a saisi 78% de la terre historique de la Palestine. Elle a expulsé 2 tiers du peuple palestinien à l'extérieur. Rosemary Sayer, un anthropologiste, elle a révisé la littérature écrite sur le trauma historique et elle a conclu que le Nakba palestinien il est exclu de cette littérature. Il y a une négation de trauma historique du peuple palestinien. Et
ici, je parle de greenwashing et je montre normalement, je ne vais pas faire ça maintenant parce qu'on n'a pas assez de temps, mais je montre une vidéo de Ilan Pappé dans lequel il explique comment les Israéliens, pour masquer la démolition de villages et l'expulsion de peuple palestinien, ils ont fait deux choses. Ils ont planté beaucoup de pins, d'arbres de pins. L'arbre de pin, ils ne font pas partie de nature palestinienne. Ils sont importés, les arbres. Et puis, ils ont changé le nom, ils ont créé des colonies et ils ont donné des noms pour les colonies qui ressemblent au nom du village palestinien pour faire croire que la colonie israélienne était l'original. Et le village, ça, il n'existe plus. C'est juste pour dire on a besoin de pas accepter la logique de individualiser la souffrance en Palestine et compter combien de personnes sont affectées et puis on fait le traitement individuel dans un cabinet, dans le bureau d'un psy. On a besoin de changer le pratique euh, euh, en créant des interventions communautaires, une cercle pour l'écoute euh, et des approches basées sur la culture et la spiritualité du peuple palestinien. Il ne faut pas oublier aussi que le trauma historique et le trauma de colonisation prend une voie intergénérationnelle à travers le récit, mais aussi à travers l'attachement, comment on grandit nos enfants, et à travers le epigenetic modulation. Récemment, j'ai écrit à l'éditeur de l'ANSET en expliquant que on ne peut pas répondre à cette situation à Gaza si on n'a pas un safe place, on n'a pas des besoins de base. Et pendant la COVID, on a appris les Palestiniens, les psy-palestiniens, à faire le télécommunication. Mais sans électricité, sans Internet, c'est pas possible. Alors, c'est une vraie crise pour intervenir à Gaza. Quelques solutions adaptées à notre contexte. Avant cette carnage à Gaza, on a impliqué cette hiérarchie d'intervention où en haut, on voit les interventions les plus spécialisées comme mon travail. Dans mon travail, je suis psychiatre, je fais les interventions les plus haut dans la hiérarchie. Mais à la base, on fait des interventions communautaires. Récemment, on a créé, une collègue à moi, Zainab Henawi et moi, on a créé cette plan, cette carte pour reconceptualiser les traumas en Palestine. On a mis les événements traumatiques depuis le mandat britannique jusqu'à les génocides de Gaza 2024. Et on a expliqué l'impact psychologique, pas seulement sur les individus, mais aussi sur la fabrique sociale. Et par exemple, l'intériorisation de sentiments d'infériorité, ça arrive, c'est un effet traumatique. La perte de langage, la, le changement de structure familiale, beaucoup de choses. On a expliqué les détails et puis on a
proposer des interventions qui essayent de réhabiliter le fabrique social qui est déchiré par les événements traumatiques. Quelques idées qui arrivent de cette modalité. Ici, on explique que le trauma, il ne fait pas seulement un attaque sur le nervous system, sur le système nerveux, mais aussi pour la fabrique sociale. Et on propose ici une intervention qu'on appelle trauma-informed care. Trauma-informed care, c'est-à-dire former les médecins et les infirmiers, les soignants, les enseignants, et tout le monde doit être sensibilisé à la question de trauma et créer une culture qui est très sensible à la question du trauma. Aussi, permettez l'expression symbolique, parce que les expériences de deuil compliquées, quand les gens perdent, quand on ne trouve pas de corps, quand il n'y a pas de قبور, comment on dit, des cimetières, graves. Et alors, le trauma, c'est pas terminé. Et alors, il faut trouver des moyens symboliques pour conclure et pour fermer le trauma et le deuil. Les Palestiniens, dans une façon organique, ils sont politisés. Quelques termes qui arrivent de concepts spirituels, par exemple, ribat. Quand les Israéliens sont attaqués le mosquée Al-Abrahimi à Hébron, les Palestiniens ont compris que c'est important de créer une présence à Al-Aqsa et aussi dans les autres mosquées. On appelle ça ribat. Et le ribat est devenu pas seulement un pratique islamique, mais beaucoup de gens qui, peut-être, ils ne font pas la prière, mais ils font le ribat. Ils créent une présence palestinienne dans ce lieu. La notion de soumoud aussi, c'est une notion importante. Les gens comprennent le soumoud comme résilience, sauf que le résilience, c'est un terme récent en psychologie. Le soumoud, on parle de soumoud depuis le mandat britannique en Palestine. C'est dans la littérature, la poésie. Et c'est-à-dire le comportement prosocial, endurance, steadfastness, defiance against oppression, solidarity. C'est pas seulement un état d'être, c'est aussi action. Ce sont des actions. C'est pas seulement une caractéristique individuelle, mais aussi une caractéristique collective de peuple. C'est une interview qui était publiée un lundi matin, dans laquelle j'explique pourquoi la résistance est thérapeutique. Je dis que c'est un moment de catharsis collective pour les Palestiniens qui réétablit beaucoup de dommages qui étaient faits contre le collective self-confidence. Aussi, plus récemment, j'ai écrit une autre chronique expliquant comment le processus à la Cour internationale de justice et la solidarité de gouvernements et gens en Afrique du Sud, ça aussi corrige
et contribue à la guérison du trauma historique du peuple palestinien. Peut-être c'est l'image finale que je veux partager, euh, image de plusieurs groupes de solidarité internationale faits par des collègues spécialisés en santé mentale. On a commencé la Palestine Global Mental Health Network. Et il y a des autres groupes, réseaux de professionnels de santé mentale qui ont essayé de collaborer pour soutenir et montrer leur solidarité aux Palestiniens. Et je pense que c'est très important et je pense qu'on a besoin de créer des réseaux de un soutien et de solidarité dans plusieurs professions, mais surtout dans la profession de santé mentale parce que c'est un langage que tout le monde peut comprendre, le langage de psychologie et le langage de santé mentale. Ça peut unir les gens, c'est un langage universel et c'est à travers ce langage et la logique de santé mentale on peut parler avec le monde. Je veux dire juste que les trois groupes aux États-Unis, en Angleterre et en Irlande, et peut-être ils ont plus de présence et d'activité. Il y a des autres groupes qui étaient commencés, mais peut-être ils ne pouvaient pas continuer. Mais c'était une intervention importante, au moins au niveau psychologique pour le peuple palestinien. La solidarité est là, la capacité de euh, valider l'expérience du peuple palestinien et euh, réhumaniser les Palestiniens quand tous les régimes officiels et les médias euh, officiels il essaye de dommager notre sentiment notre sens de l'humanité. Merci. Et je vais arrêter ici et je suis prête à répondre à vos questions. Barakallahu fiki, merci beaucoup, Dr. Samah Jabr. Vraiment, vous parlez très bien français déjà pour commencer, parce que vous, vous étiez parti avec des a priori, Allah Mabarak, yani vous vous débrouillez plus que bien. Donc merci à vous pour cette intervention, merci pour les enseignements que vous nous avez partagés, parce qu'il y a des choses, et c'est pour ça que nous, ce qui nous intéressait justement en vous invitant, c'était d'avoir votre témoignage en tant que professionnel de la santé. On reçoit des informations de ce qui se passe, surtout sur les choses d'urgence, sur la situation d'urgence ou les choses qui sont souvent très graves, mais on parle très peu de santé mentale, on parle très peu des conséquences de ce qui se passe sur place. Alors, quand on voit quelques vidéos, c'est vrai on voit énormément la Énormément résilience. Alors, s'il vous plaît, les micros, Alors, s'il vous c'est plaît, juste que on voit, comme je vous disais, la résilience du peuple palestinien qui donne des enseignements au monde entier, parce qu'on se dit, mais comment c'est possible? Comment font-ils? Comment font-ils pour garder euh, un mental qui nous paraît sain par rapport à la situation avec tout ce qui se passe? C'est-à-dire que quand on réfléchit, on peut se dire, mais c'est impossible de tenir, c'est impossible de résister. Vous l'avez très bien dit déjà au début de l'intervention, sur justement le cheval de Génine. Le fait qu'il le retire, symboliquement, c'est fort. C'est-à-dire, même le deuil, on ne vous laisse pas le faire. C'est-à-dire, non seulement on veut vous détruire, on veut vous casser mentalement, et tout ce qui peut vous permettre de vous soigner un peu, de mettre quelques pansements, on va le retirer. Vous voyez, donc symboliquement, c'est très, très lourd ce qui se passe. Et on voit justement que ce n'est pas sans conséquence. Alors, je vais essayer de prendre un peu les... Je crois qu'il y a des questions de la part des participants. Je vais vous les lire au fur et à mesure. Euh, alors, je vais essayer de reprendre depuis le début. Alors, il y a une question de Nadia qui vous demande, mais bon, je pense que vous avez déjà un peu répondu dans l'intervention, parce que c'était au début. Comment vous faites justement pour aider ces personnes face à ces graves traumatismes? Je donne un exemple de Gaza. Je suis allée plusieurs fois pour intervenir après le trauma, pour en fait
euh, contribuer à enseigner, comment on dit, faire capacity building, euh, former les gens pour répondre au trauma. On a créé un système efficace entre l'école et le système de santé mentale. On a créé des unités de santé mentale dans les écoles. On a enseigné, on a formé les conseillères et les psychologues à faire euh, 6 sessions de collectives euh, pour les enfants à l'école. Et les gens qui étaient identifiés, alors les sessions incluent beaucoup d'interventions qui font les gens traverser leurs symptômes. Euh, et les gens qui ne peuvent pas profiter suffisamment de cette intervention collective, c'était une façon à les reconnaître à travers les sessions. Et puis, elle était envoyée, elle était, comment on dit, advised, euh, conseillée à aller voir des spécialistes de santé mentale. Avant, il y avait un nombre important de gens touchés par les guerres et par les insultes militaires. Mais il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas touchés. Maintenant, c'est impossible parce qu'il n'y a pas des gens à Gaza qui ne sont pas touchés par le trauma, par le deuil. Tout le monde sont touchés. Alors, j'imagine que le système qu'on a appliqué avant, ça ne sera pas efficace. Il faut penser dans des façons différentes. Et le concept d'intervention communautaire est intéressant pour moi parce que ça pathologise pas les expériences. On regarde pas on considère pas les gens qui souffrent d'une douleur psychique importante, qui souffrent de deuil. On ne les considère pas comme malades. Pour nous, ce sont des gens qui souffrent, ils ont besoin de soutien, de validation, de reconnaissance. Et alors, c'est à travers le cercle d'écoute et un espace sauve pour l'expression symbolique qu'on peut aider mieux les gens. Aussi, on a besoin d'être un peu modeste. Nous, les euh, spécialistes de santé mentale, on doit comprendre que l'impasse, la tragédie, c'est hors nous. La tragédie, elle a besoin des solutions politiques. On fait la plaidoyer, on fait la plaidoyer, c'est advocacy, hein? Advocacy. On fait le plaidoyer, on fait euh, l'accompagnement pour les gens affectés, mais on comprend aussi que les gens, ils sont leurs moyens organiques à se guérir, à aider eux-mêmes. Alors, il faut euh, regarder, apprendre de ce que les gens font pour aider eux-mêmes. Par exemple, quand j'entends quelqu'un en disant La hawla wa la quwwata illa billah ou Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Vous comprenez cette phrase Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il est beaucoup plus fort que le IMDR pour un Palestinien. Il est... Je je vais juste la traduire, docteur Samar, pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe. La première phrase qu'a cité le docteur, c'est il y a de puissance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième, c'est la formulation qu'on dit justement quand il y a un décès ou un mort, c'est à Allah on appartient et à Allah on retourne. Je vous laisse Alors, continuer. et cette phrase, euh, quand les gens disent ça, ils comprennent que, ils croient que l'enfant qu'ils sont perdus, il va aller à un lieu mieux que ici. Et on va se retrouver.
un jour. Alors, il nous dit qu'est-ce que fait sens pour eux. On a besoin d'accepter ça. On a besoin d'apprendre et de comprendre euh, ce- les moyens organiques dans lesquels les gens utilisent pour aider eux-mêmes. Barakallahu fiki. Alors, Claude nous dit, alors, pathologiser les problèmes sociaux liés à une société injuste et la norme aussi dans nos sociétés. Euh, alors, il donne la référence du chômage qu'on pathologise. Kenza qui a partagé votre article. Merci Kenza d'ailleurs pour le partage du lien. Ça, c'est important pour que les gens justement puissent aller lire et partager ce type d'article et les diffuser au maximum. Alors, Fatima vous demande si nous devons accueillir des enfants au traumatisme permanent, comment devons-nous adapter notre comportement et comment s'y prendre? Donc, comment aider justement des enfants, par exemple des enfants donc, palestiniens, qui peuvent être accueillis ailleurs, dans des familles d'accueil ou adoptés. Euh, Quels conseils vous pourriez donner sur le comportement à adopter pour accompagner ces enfants? Et Fatima parle des enfants palestiniens qui sortent d'ici, qui vont à l'extérieur, qui sont accueillis par des familles. Là, elle précise pas, mais je pense que c'est ça. D'ailleurs, Fatima, si vous voulez préciser, n'hésitez pas, mais je pense que c'est ça parce que je pense que c'est plus le fait d'accueillir des enfants qui viennent de Palestine et qui sont accueillis dans d'autres pays. On va voir si. Oui, c'est ça. Elle confirme. OK, première chose, pas tous les gens, je pense que pas tous les gens qui ont subi euh, des événements graves, ils vont souffrir d'un... Peut-être il y aura le deuil, mais ils ne vont pas souffrir permanent. Ils ne vont pas D'accord. souffrir de symptômes de PTSD dans une façon permanente. Et je pense beaucoup, euh, quand je fais un travail avec quelqu'un très affecté par les événements, euh, je commence par évaluer qu'est-ce que fait de sens pour cette personne, qu'est-ce qui lui a aidé avant, parce qu'il ne faut pas oublier que le trauma elle est répétitif. Alors, ça ne sera pas la première chose, mais peut-être euh, euh, ils ont traversé quelque chose comme ça avant, ils ont trouvé des moyens qui les aient aidés. Je ne pense pas qu'il y a une intervention standard pour tout le monde et, et on doit euh, nous laisser guider par la personne. Et les gens peuvent nous dire qu'est-ce qui fait du sens. S'il y a des gens qui souffrent des symptômes graves, qui ne passent pas spontanément avec le temps et avec les expériences correctives en rencontrant les gens bien, je pense beaucoup peuvent être aidés en rencontrant des gens bien et avec des expériences euh, correctives. S'il y a des symptômes grave, il faut encourager cette personne à aller voir euh, quelqu'un spécialisé en trauma. En Palestine, quand je parle de toutes les choses que j'ai mentionnées, la notion de sumo, de ribat, les concepts spirituels, c'est pas pour nier les interventions psychologiques. Les Palestiniens, ils savent comment intervenir. On fait le narrative therapy, euh, trauma-focused CBT, EMDR, somatic experiencing. Il y a beaucoup d'individuels formés à faire ça. Mais pour moi, sans euh, reconnaître l'importance sans contextualiser ce genre d'intervention dans la culture et la spiritualité du peuple palestinien, on va perdre beaucoup. Merci beaucoup, Barakallahu fiki. Alors, Nadia vous demande, est-ce que cette souffrance mentale en Palestine existe ailleurs dans le monde aussi haute et profonde? Je pense que c'est vous qui allez nous enseigner ces traumas. Donc, la question, c'est d'après vous, parce que c'est vrai que la situation, alors, des situations de guerre et de traumatisme majeur, il y en a partout dans le monde. Mais c'est vrai que la Palestine, c'est un lieu particulier et il se passe vraiment quelque chose.
qui peut être un peu différent par rapport à d'autres lieux, même s'il y a d'autres tragédies ailleurs. Mais d'après vous, docteur, est-ce que, il existe ailleurs des souffrances mentales aussi profondes ou aussi importantes ou aussi grandes? Je pense et il y a beaucoup d'autres lieux Mm. et d'autres communautés qui ont souffert beaucoup de trauma colonial, de trauma d'oppression, euh, et surtout dans le monde arabe, mais ailleurs aussi. J'ai travaillé en Afghanistan. J'ai vu beaucoup de gens qui souffrent de leur réalité politique. Mais la Palestine nous apprendre de l'importance de considérer la structure de pouvoir quand on fait notre conceptualisation de maladie psychique. On ne peut pas seulement, dans dans la formulation de biopsychosocial, dans le social de biopsychosocial model, il y a beaucoup d'injustices, de violations de la droit de l'homme, beaucoup de euh, pouvoirs vicieux, écrasants, qu'on ne doit pas ignorer. Et quelquefois, il n'y a pas un problème dans le biopsycho, mais c'est dans le social que toute la tragédie euh, est située. Lieu. Très bien. Alors, Ismaël vous dit Assalamu alaikum. Nous avons créé en novembre l'UESCP, Unité d'écoute de la souffrance coloniale en Palestine, afin d'accueillir des rescapés du génocide palestinien ici en France. Nous sommes un collectif naissant et nous serions honorés d'avoir quelques conseils de votre part. Merci infiniment de cette intervention précieuse. Donc, c'est une nouvelle structure qui, si je comprends bien, euh, aide, essaie d'aider, en tout cas par l'écoute, les personnes qui viennent de Palestine, qui sont recueillies, par exemple, en France et qui sont en souffrance. Alors, est-ce que vous pourriez leur donner quelques conseils? J'aimerais, j'aimerais apprendre plus sur leur structure et qu'est-ce qu'ils font. Et D'accord? rapidement, je peux dire, il y a beaucoup de choses intéressantes qu'on peut apprendre de euh, Liberation Psychology, psychologie de libération, de Ignatius Martin Barrow, Paulo Freire et Franz Fanon, qui peuvent nous aider à comprendre la Palestine. C'est une autre lentille, si on peut dire, pour regarder notre situation. Et peut-être le plus j'apprends sur leur structure, le plus je peux partager Bien sûr. avec vous. Barakallah, ok. Il y a, j'ai vu rapidement quelqu'un qui pose une question, est-ce que les Palestiniens, est-ce que tout le monde croit en Allah? Pas tout le monde, mais la plupart des peuples palestiniens. Et la plupart et la plupart des peuples palestiniens croient euh, en Allah ou croient, ils sont des concepts spirituels importants. Et aussi, elles croient de leur, euh, de la cause nationale. Il y a beaucoup de groupes athées en Palestine. Il y a quelques groupes athées en Palestine qui ne croient pas en Allah, mais ils sont très motivés par euh, des sentiments nationalistes. Euh, Nafissa vous demande comment aider la Palestine sur le long terme et pour le futur, Inch'Allah. Est-il possible, par exemple, pour nous de donner des cours en ligne gratuits pour les enfants palestiniens, par exemple? Je suis professeur. Donc, c'est une dame qui est enseignante et elle voulait savoir qu'est-ce que vous conseillez, vous, pour des gens de l'extérieur qui aimeraient aider d'une manière ou d'une autre. Peut-être il y a des autres personnes comme le fils qui posent cette question. Je vais donner une réponse très généraliste si D'accord. je peux. Et première chose, aujourd'hui, c'est urgent de faire quelque chose pour la Palestine. C'est plus urgent qu'avant. Et on est arrivé à un moment avec les Israéliens et avec l'ordre mondial, parce que j'ai le sentiment que les Palestiniens, ils,
lutte pas seulement contre les Israéliens, mais contre l'ordre mondial qui a permis ce suicide, Mm. ce génocide C'est vrai. d'arriver contre les Palestiniens. Alors, c'est très important maintenant de nous aider à confronter l'ordre mondial génocidaire et les actes israéliens génocidaires. Quand je dis ordre mondial génocidaire, je parle de gouvernements coloniaux et la France est inclus qui ont euh, légitimé à Israël de faire ça, et surtout les États-Unis et l'Angleterre, l'Allemagne, Canada, Italie un peu moins. Alors, il faut faire tout ce qu'on peut. Les Sud-Africains nous ont appris une leçon importante. C'est important de bouger, d'être inspiré par the anti-apartheid movement, the global anti-apartheid movement. Il faut un global anti-Israeli occupation movement. C'est le moment. On ne peut pas pousser ça pour l'avenir. Euh, dans, ça fait 1 heure qu'on parle. Dans, dans, chaque, dans chaque heure en Palestine, on perd 5 enfants, 2 femmes. Dans chaque heure. Dans, dans 7 heures, quand on parle de la Palestine, depuis les débuts de cette... j'ai lutté pour faire connaissance de la situation en Palestine il y a longtemps. Mais depuis le début de cette crise, de cette tragédie, je passe sur mon bureau 6 heures, 8 heures chaque jour, seulement en éduquant les gens à l'extérieur de la Palestine, expliquant que c'est urgent maintenant. On ne peut pas attendre, on ne peut pas reculer maintenant. Et chacun selon sa capacité, chacun selon son expertise. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Mais il faut vraiment réfléchir, c'est quoi وسعها. Le verset que vient de citer le docteur, c'est un verset où Allah dit qu'il n'incombe pas à une âme plus que ce qu'elle ne peut supporter. Et le docteur nous dit justement, maintenant, c'est à chacun de savoir de lui-même qu'est-ce qu'il peut supporter. Il doit le supporter en d'autres termes, c'est-à-dire que oui, Allah, il n'est pas injuste, il ne nous demande pas des choses qu'on ne peut pas faire, mais par contre, les choses qu'on peut faire, on se doit de les faire et on doit justement être dans l'action. Alors, Malika vous demande comment faites-vous pour tenir? Qu'est-ce que je fais pour tenir moi-même? Oui, parce que vous accompagnez, J'écris, vous? j'écris Ah, vous beaucoup écrivez. sur la Palestine. Mhm. Euh, je, euh, euh, je profite beaucoup des relations importantes dans ma vie personnelle et je crois dans vous connaissez, dans l'expérience palestinienne, on voit beaucoup de mal et, dans le monde et dans les gens. Mais je crois qu'il y a du bien aussi dans le monde. Et alors, je adresse le bien dans les gens. Et je crois que ça existe. Et ça me donne l'espoir et ça me donne la possibilité de tenir. Et aussi, il y a quelque chose que m'aide beaucoup à traverser le deuil. Euh, je plante. Je plante comment on dit, seeds, des graines, Ouais. des graines. Et tous les jours, je passe de temps dans mon jardin. Et, et je vois quotidiennement comment les graines, elles donnent les plants. Et puis, je vois la mort des plants. Et je récolte les grains avant ce mort. Et je pense que nous sommes des graines. On a un vie court en Palestine, mais nous sommes des graines. Et on va donner beaucoup de graines. Et j'espère un peu, dans mon jardin, je récolte les graines et je donne aux amis. Et je pense que les graines palestiniennes peuvent inspirer des gens à l'extérieur de la Palestine. Barakallahu fiki. Barakallahu fiki.
il vous facilite à vous et à tous ceux qui sont sur le terrain, et même à l'extérieur, mais c'est vrai que ceux qui sont sur le terrain, c'est très compliqué parce que euh, vous êtes à la fois euh, concerné par ce qui se passe parce que vous le subissez directement en tant que Palestinienne, mais en même temps, vous participez et vous déployez votre énergie à aider ceux qui sont en souffrance et qui sont encore plus en difficulté pour les aider. Donc c'est vrai que c'est une position qui est pas simple parce que vous pouvez vous-même être en difficulté ou en souffrance, ça peut arriver, et le fait d'aider les autres, c'est quelque chose qui vous, apparemment, en tout cas, on le ressent, ça vous stimule énormément et ça vous aide. Et cette symbolique de la graine, elle est, je pense que chacun puisse méditer là-dessus et ça peut inspirer des belles choses, Inch'Allah. Alors, il y a Samira qui vous demande, alors, alors, elle fait une invocation d'abord pour la victoire de nos frères et de nos sœurs en Palestine et qu'il facilite la paix. Elle vous pose la question suivante. Quelle posture adoptez-vous en tant que psychiatre, psychologue, sachant que les causes des souffrances sont en dehors de tout contrôle personnel? Et, encore une fois, quelle position, Quelle posture, quelle posture? posture vous adoptez en tant que psychiatre ou psychologue, tout en sachant que les causes des souffrances sont en dehors de tout contrôle personnel? Euh, je suis psychiatre, traînée et formée en psychothérapie psychanalytique et aussi j'ai fait beaucoup d'études d'épidémiologie et cognitive behavioral therapy, tout ça. C'est ça ma formation. Et c'est quoi mon posture? Et je comprends, je suis très sensible dans mon travail quand j'entends l'histoire des gens. Euh, je essaye de comprendre qu'est-ce qui est le biologique et qu'est-ce qui est le psychique et qu'est-ce qui est le social et influencé par le pouvoir et les déséquilibres de pouvoir. Et, et je peux dire à l'individu, dans une façon très franche, ce sont les limites de mon intervention. Et je fais reconnaissance des choses dans lesquelles je ne peux pas intervenir. Quand euh, l'oppression de pouvoir elle est très forte, elle est contre moi et contre lui. Et dans ce cas-là, je donne la validation et l'accompagnement. Or, mon bureau et mon travail avec les individus, je fais beaucoup de plaidoyer, advocacy. Je écris beaucoup sur les conditions qui pathologisent, qui créent un contexte pathologisant en Palestine, pas seulement euh, en confrontant l'occupation, mais aussi le problème de genre, le féminicide, euh, les classes sociales, tout ça. Et je pense que cet équilibre entre le travail avec l'individu pour le aider et le travail dans la société, dans la communauté comme éducative, pour faire face à des conditions qui fabriquent la pathologie chez les gens, c'est où je trouve l'équilibre éthique de mon travail. Barakallahu. Je donne cet exemple. Quand en France, par exemple, où est-ce que vous travaillez, quand vous avez un enfant, une victime d'abus, ton travail, c'est de travailler les conséquences sociales, les conséquences psychiques de l'abus avec l'enfant, mais aussi d'informer sur l'abus, d'empêcher l'abus de continuer. Et c'est pas pour infantiliser les Palestiniens, mais quand il y a des gens euh, écrasés par le colonialisme, par le pouvoir d'oppression, on a la responsabilité de faire connaître ça. Et dans, mes, dans mon écriture, j'essaie de faire connaître ça. Barakallahu fiki.
Donc, il y a aussi euh, la nécessité d'éduquer, de communiquer sur les différents risques pour que les gens puissent, un, avoir le maximum de connaissances possibles et pour qu'ils puissent avoir quelques outils pour se débrouiller, parce qu'on ne peut pas accompagner tout le monde et on ne peut pas faire de l'accompagnement individuel pour chaque d'ailleurs. Il y a Kenza qui avait écrit un message tout à l'heure qui rejoint aussi ce que vous avez dit, docteur, où elle dit qu'en Afghanistan également, c'est la communauté qui aide à guérir et que l'approche individuelle ne marche pas. En tout cas, d'après elle, en Afghanistan, c'est-à-dire que le, le, le- le lien communautaire, la collectivité, l'entraide, la solidarité, le fait de partager des choses et d'interagir avec l'autre permet la guérison pour beaucoup. Alors, on va essayer C'était un de... commentaire, c'est pas, c'est une, Un commentaire, c'est oui. une réflexion. Ah, ok. Et vous pouvez rebondir dessus si vous voulez, hein. Il y a pas de... Si vous voulez dire quelque chose par rapport à ça. Non, non, ça va, ça va. Il y a Oda qui vous demande est-ce que vous utilisez l'hypnose dans votre pratique? Non, non. Ah, Moi, je ne l'utilise pas et je connais personne qui l'utilise en Palestine. Et je crains ah, que l'hypnose, avec les gens qui sont traumatisés, ça peut, euh, hmm. euh, ça peut provoquer des symptômes de trauma. Donc ça peut être Ça peut contre-indiqué. bouleverser les gens. Alors, la sœur Ismaël de tout à l'heure sur le collectif a écrit un petit message où elle dit que c'est un collectif qui accompagne en individuel et en groupe les rescapés, qui accueille la parole des militants alliés du peuple palestinien en France et qui forme au psychotrauma des soignants qui partent sur Gaza. Un collectif de psychologues apparemment. Donc, c'est des psychologues en France. Donc ça, c'était pour Groupe de l'information. psychologues en France, ils font quoi? Et qui accompagnent soit en individuel, soit en groupe, je pense, les Ah, rescapés, les réfugiés ou les gens qui viennent de Palestine, où ils ah, ouais. forment aussi des personnes qui interviennent sur place, qui partent de France, par exemple, ils les forment au psychotrauma pour les aider à mieux gérer ou à mieux accompagner les personnes qu'ils rencontreront sur place. Oui, mais et, je pense qu'il faut reconsidérer euh, la possibilité de former les Palestiniens. Peut-être c'est mieux de formuler ça comme collaborer avec les Palestiniens en ayant prêt à recevoir des Palestiniens. Il faut apprendre des choses de la Palestine Mm. avant de former les Palestiniens. Barakallahu fiki. Euh, il y Il a... y a j'ai vu une question, quelqu'un dise pourquoi je ne suis pas plus médiatisée. Et Mm, parce que je mets tout mon temps soit en travaillant avec les patients, soit en donnant des conférences sur la Palestine. Mais si quelqu'un peut m'aider à être plus médiatisé, j'apprécie beaucoup ça. mm. Euh, et je vais dire que j'ai un livre écrit en français. Si peut-être il y a parmi vous des gens qui connaissent ce livre, laisse-moi vous montrer. C'est ça le livre. Et Derrière le... il y a un film de Alexandra Dulles basé sur ce livre. Et derrière le front, la Mm. résistance et la résilience du peuple palestinien. J'espère que vous pouvez voir le film. Il est très éducatif sur la, la question euh, et l'histoire des Palestiniens et les conséquences psychologiques de l'occupation. Barakallahu fiki. Alors, vous avez Khadija qui vous dit qu'elle l'a lu et qu'elle le trouve magnifique. Très Qu'elle bien, a lu merci. et elle le trouve magnifique. Alors, c'est vrai qu'il est disponible, vous pouvez le trouver à la FNAC, en tout cas, vous pouvez le trouver en cherchant sur Internet. Et pour la médiatisation, étant donné que c'est vrai que le docteur, elle est hyper occupée et elle fait beaucoup de choses, il appartient à tout à chacun de partager justement ça. C'est-à-dire, si vous êtes présent déjà là aujourd'hui tout de suite, si vous avez participé à cet événement, c'est que il y a une sensibilité qui vous attire par rapport à ce sujet, c'est que vous voulez savoir. Il y a quelque chose qui vous a attiré et c'est une bonne chose que vous soyez là. Maintenant, il appartient à tout à chacun de partager au quotidien.
de partager au quotidien justement les informations nécessaires, les informations utiles, le fait de faire connaître le travail des gens qui travaillent réellement. Euh, Beaucoup de gens, si ce n'est presque tout le monde, est sur les réseaux sociaux. Et la plupart du temps, pas forcément pour des choses toujours très utiles. Donc l'idée, c'est de partager. Vous voyez, par exemple, comme a fait Kenza tout à l'heure, bah, elle a partagé quelques articles du docteur. Maintenant, il nous appartient à nous tous d'essayer de partager via nos réseaux. C'était aussi le but de pourquoi on a voulu, avec les ZIP, inviter le docteur. C'était aussi pour la faire connaître pour le public francophone, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, hein, parce qu'il y a certains qui vous connaissent déjà, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, de vous faire connaître, de faire connaître au plus grand nombre et que chacun puisse participer à ça. Nous, on essaiera de diffuser le maximum de choses et il faudra juste partager, relayer, faire connaître, faire découvrir et donc profiter justement de toutes ces graines que le docteur a, a déjà posées et a déjà partagées avec nous tous. Euh, on doit, je pense, libérer le docteur parce qu'on avait un engagement, étant donné qu'elle est très, très occupée. Là, on est arrivé à l'heure où on avait promis de la libérer. Donc, un grand, grand, grand merci, docteur Samar, d'avoir été Merci. présent Merci parmi à nous. vous et à tous les organisateurs. J'apprécie beaucoup le moment qu'on a passé ensemble. Et j'espère maintenant vous connaissez plus sur la Palestine. Ça donne des responsabilités. J'espère que vous pouvez nous aider à, euh, comment on dit, hold, euh, carry, نحمل, euh, Apporter à avec vous. porter la responsabilité. Euh, merci. Jazakallah Merci, khairan, Oustada. Au plaisir de vous avoir entendu. C'est un grand plaisir. Merci infiniment. Merci à Ça vous. nous touche énormément. Barakallahu fik, Oustada. Mais حفظك والله يجزيك من مثلك إن شاء الله. Merci Salam merci. alaikum. infiniment. Merci. Euh, Merci beaucoup. Bye bye. Merci à tous les participants. Alors, vous retrouverez la vidéo, on la diffusera sur la chaîne YouTube de l'ISIP France, l'ISIP francophone. Et puis, il nous appartient à tous, comme on l'a dit, bah, de s'informer, de se renseigner et de partager. Encore une fois, un grand merci au docteur Samah Jabr, qu'Allah il vous préserve et qu'il vous facilite, Inch'Allah, dans votre mission. Et on vous dit donc à bientôt, Inch'Allah, pour la suite de nos interventions. Qu'Allah vous préserve tous. Salam alaikum, bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup.